j'avais pas fini de taper le reste du chapitre, maintenant il est fini de taper, donc j'ai mis le chapitre en entier à imprimer. Allons-y du coup. Alors, juste pour résumer ce qu'on a fait la semaine dernière. On a parlé, pour moi, globalement de 3 choses. Si on prend des fonctions f qui parlent d'un espace normé vers un autre espace normé et qu'on veut regarder leur dérivabilité, la logique, c'est qu'on ne peut pas passer par le taux d'accroissement comme on l'a fait, mais c'est d'arriver à écrire un développement limité à l'ordre 1 et donc de poser que f de a plus h, c'est f de a plus, et la quantité qui apparaît derrière, c'est... alors, cette notation, c'est juste appliquer la fonction, c'est dfa, ce qu'on appelle la différentielle, et c'est une application linéaire qui part de E dans F. Et bien sûr, derrière, c'est plus petit O de H. Donc une application sera différenciable, donc c'est l'équivalent multidimensionnel de dérivable, on va dire, et on va voir pourquoi aujourd'hui, si elle vérifie ça. Une fois qu'on a eu posé ça, on a rajouté le fait qu'en fait, si on a une base B, qui est E1, En, et si j'appelle les dérivées partielles, les DI ou DIF, là, chacune des dérivées partielles, clairement, DFA pris en H, ça se calcule en faisant juste la somme pour I égale 1, alors si on va de E1 à N, I égale 1 à N, alors je peux le noter DF sur DXI pris en A, fois la quantité HI qui est la IM coordonnée de H, ou alors ce que je vous ai noté moi aussi, des DIF en A fois HI. Sachant qu'attention, enfin ma notation, je vais peut-être même faire plutôt ce qui est écrit dans le cours. Le HI, je vais le mettre devant et le DF, je vais le mettre derrière parce que ceci est un réel et ceci est un vecteur. Mais c'est donc une combinaison linéaire de vecteurs à l'arrivée, ça marche bien. Dernière chose qu'on a vu, c'est le dernier gros concept qu'on avait vu, c'est qu'on crée ce qu'on appelle la matrice jacobienne de F en A, en créant la matrice qui est remplie justement avec les DIF en A, enfin les DIF, les DJ, FI, quand la fonction a plusieurs coordonnées. Et donc ça notamment, c'était la matrice dans la base canonique de l'application, DFA. Et du coup, ça, je l'ai pas écrit, et c'est pas écrit dans le poly de cours, mais c'est parce que c'est écrit plus loin sous une autre forme. Mais du coup, ça, c'est une traduction en gros matricielle, ça, de cette égalité-là. Ça, c'est une égalité de vecteurs. Du coup, si j'appelle grand F de A plus H, si je passe tout en vecteur colonne, c'est juste pour noter comme si j'étais avec des vecteurs colonnes de Rn, ou de Mn1 de R plutôt, on aurait ceci, et là ce qu'on ferait derrière pour faire ce calcul-là, c'est on mettrait juste la matrice jacobienne de F en A, et on multiplierait par le vecteur colonne de H. C'est ce qu'on a fait en fin d'heure sur un exemple, pour voir que ça marchait. Et du coup, on avait un petit peu de H. Ok, sur ce qu'on a construit, on n'a pas pu aller beaucoup plus loin que ça et on n'a pas construit beaucoup plus de choses que ça. Du coup, maintenant, avançons un peu sur le cours. Il n'y a pas grand-chose derrière ça. Ce qu'on a parlé... Oui, j'ai cru que tu levais la main. Hop, là, on y était. Alors, je pense que, oui, si, on avait été jusqu'en bas de la page 164, donc j'avais été jusque... j'avais déjà parlé du fait qu'une fonction de classe C1, c'est quand la différentielle est continue, ou quand toutes les dérivées partielles sont continues. Et on avait été dire que toute fonction polynomiale est C1, pardon. Du coup, allons-y. On va parler de ce qu'on va appeler les différentiels classiques. Alors, pas au sens classique comme vous avez l'habitude, c'est pas des primitives de référence de Jean-Charles, mais il y a des cas où la différentielle, on va savoir la déterminer, ou alors elle a une forme particulière. Alors, la première que j'ai envie de parler, c'est pas forcément celle qui est mise en premier dans le poly, dans la propriété d'après, mais si on a une fonction f, qui est dans le cas particulier où elle part d'un intervalle i qui est inclus dans R pour aller dans un espace vectoriel f. Si on a une fonction qui est comme ça, on retombe dans ce qu'on a fait dans le chapitre 9, donc la notion de taux d'accroissement serait valable. Et on avait vu aussi dans le chapitre 9 qu'on peut caractériser la dérivée par un développement limité d'ordre 1. Donc pour une fonction qui est comme ça, on peut écrire, c'est notre chapitre 9, que f de a plus h,
ça s'écrit f de a plus f' de a fois h plus un petit o de h. C'était notre formule de Taylor-Young. On l'avait vu dans le chapitre 9. Ici, bien sûr, tout ceci, ce sont des vecteurs. Et ça, c'est bien réel, donc j'ai complètement le droit d'écrire l'égalité qui est là. Du coup, ce que nous dit notre cours, et notamment le fait que la différentielle est unique, ça nous dit que ceci, c'est forcément la même chose si je le vois comme une fonction d'un espace vectoriel normé dans un autre. C'est forcément la fonction dfa pris au point h. C'est-à-dire que oui, en gros, ce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, mais c'est le même concept, c'est bien pour dire que ça généralise la notion de dérivée, c'est que, comment dire, on voit rarement ça, mais en fait, quand on écrit le développement limité qui est là, ici, on crée une fonction linéaire, c'est-à-dire que je crée la fonction qui à x associe f' de a fois x. Cette fonction-là, c'est une fonction linéaire. Donc, c'est une application linéaire, entre guillemets, et donc c'est l'application linéaire différentielle. Donc, c'est bien juste pour montrer que ça généralise bien la notion de dérivée que vous avez vue jusque-là. Ok, allons-y, maintenant on peut faire les autres cas dans l'ordre, c'est celui-là qui m'intéressait le plus en priorité. Des cas que vous devez connaître, mais pas trop compliqués. Si la fonction f est une fonction constante, encore une fois, pour pouvoir déterminer la différentielle, et ce qu'on va faire à travers les exercices après, c'est quasiment tout le temps arriver à écrire un développement limité à l'ordre 1 et de le caractériser. Du coup, si une fonction est constante, si j'écris f de a plus h, bah, ça vaut la constante, et ça vaut donc f de a. C'est quoi la différentielle du coup? 0. Ouais, par unicité du développement limité, ceci, on va aller l'écrire. Alors, je vais le noter 0 de L de E dans F, c'est-à-dire que ce serait l'application nulle que apprendre sur un vecteur H, plus un petit O de H. Puisque j'ai le droit d'écrire ça et que ceci est correct, ceci est forcément la différentielle. Donc la différentielle d'une fonction constante est une application linéaire nulle. Ok ? C'est logique, vous la connaissez. On verra plus tard qu'il y a une sorte de réciproque à ce que vous savez faire en termes de primitive, qui est que si la différentielle est nulle, alors la fonction sera constante. Sauf qu'il faudra des petites hypothèses dessus. Alors c'est juste des hypothèses de régularité, enfin entre guillemets de l'ensemble, c'est-à-dire il va falloir que notre ensemble soit connexe par arc. C'est-à-dire que s'il y a deux, c'est exactement ce que je vous avais dit quand on avait fait un exercice c'était en DS sur l'arc tangente, où vous m'aviez dit qu'arc tangente x plus arc tangente 1 sur x, ça faisait pi sur 2 parce que la dérivée était nulle, donc c'était égal à une constante. Je vous ai dit non, c'est pas égal à une constante, c'est égal à une constante sur chaque intervalle où elle est définie. Donc en gros, si j'utilise notre vocabulaire du chapitre 8 maintenant, sur chaque partie connexe où elle est définie, entre guillemets. Ce sera la même chose ici. On doit savoir faire aussi dans le cas où f est elle-même une application linéaire. Si f est une application linéaire de E dans f, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on sait instantanément que f de a plus h, par linéarité, ça va faire du f de a plus f de h et j'ai rien d'autre. Du coup, instantanément, ce que j'ai le droit de dire, c'est que puisque ça fait ça, j'ai le droit d'écrire ça plus petit o de h. C'est pas faux, vu qu'il n'y a rien. Du coup, instantanément, ceci est forcément la différentielle au point A de h. Du coup, ce qui veut dire que la différentielle d'une application linéaire, en tout point, c'est elle-même. L'application linéaire, sa différentielle, c'est elle-même. Ça fait partie des propriétés de cours à savoir. Le cas qui va nous intéresser le plus, je vous l'ai dit, ce qui va nous intéresser dans une autre partie du chapitre, et c'est peut-être celle que je vais faire le plus vite aujourd'hui. Ah ouais, mais on n'aura pas le support poly du cours. C'est le cas des fonctions. Alors, surtout de Rn dans R, mais on va aussi vouloir, je l'avais dit dans un cas particulier, c'est juste pour pouvoir les tracer comme des surfaces. On va parler des fonctions qui partent de R2 dans R, ce que vous avez fait en première année. Mais nous, on va généraliser aux fonctions qui vont de Rn dans R.
Si c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de la différentielle? Pas grand-chose, mais quand même des petites choses. Si j'écris ce que ça veut dire, bah, j'ai une fonction qui est différentiable. Si j'ai f de x a plus h qui vaut f de a plus df de a pris en h plus petit o de h. Ok. Sauf que ici, dfa, du coup, c'est une application linéaire qui va de Rn dans R. C'est quoi une application linéaire qui va de Rn dans R? On appelle ça comment? C'est une forme linéaire. On a un résultat depuis le chapitre 7 sur les formes linéaires. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, je vais rajouter, j'ai oublié de le mettre, on va se placer dans le fait que Rn est un espace euclidien, c'est-à-dire qu'on va se munir du produit scalaire canonique dans Rn. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur une forme linéaire dans un espace euclidien? C'est encore du théorème de Ritz. Ouais, c'est exactement ça l'idée. C'est une forme linéaire dans un espace euclidien, du coup, ce qui veut dire que cette forme linéaire peut être représentée par un vecteur, enfin comme le produit scalaire d'un vecteur fixe par un autre vecteur. Donc cette quantité-là, donc dfa.h, peut être représentée, c'est par le théorème de Ritz, comme, alors je vais l'écrire temporairement mal, mais comme en gros un vecteur scalaire u, alors le vecteur u dépendrait de a scalaire h. Et ça, c'est ce que vous avez vu l'année dernière. En fait, ce vecteur-là, je ne vais pas l'appeler u, c'est ce que vous avez appelé, alors ce symbole-là c'est nabla, mais ce que vous avez appelé le gradient de f en a. Donc dans le cas où on a une fonction de Rn dans R, connaître la différentielle, c'est juste connaître le vecteur gradient que vous avez appris l'année dernière, hein, et le vecteur gradient, du coup, en faire le produit scalaire avec h. Ok? Je fais un lien du coup instantané entre ça et ça pour vous faire une remarque qui est dans le poly. Hop, je vais prendre une autre couleur. Maintenant j'en ai plein normalement. Hop. Donc dfa scalaire h c'est ça, et je vous ai dit ici que dfa scalaire h c'est ça. Et je vous ai dit aussi, ou la ligne d'en dessous, que la matrice, la jacobienne, c'est la matrice dans la base canonique de dfa. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la jacobienne, enfin, alors j'aime pas ces notations-là, d'ailleurs j'ai repris celle du programme, mais ça me va pas forcément. Alors, je vais mettre comme ça, pour qu'on comprenne. Je mets un transposé entre trois petits points parce que c'est juste une histoire de convention et de notation. Non, alors, c'est juste voir ça. La jacobienne, si on n'a qu'une seule fonction à l'arrivée et plein de variables, c'est une fonction qui a une ligne et plein de colonnes. En général, vous avez pour convention de dire que le gradient est un vecteur colonne. Donc si vous voyez ça comme ça, on a bien que le gradient est un vecteur colonne par rapport à la jacobienne qui va être en ligne. Et donc c'est la transposée de la jacobienne. En gros, la jacobienne est une généralisation du gradient que vous avez vu l'année dernière. Ce que j'aime pas, c'est que moi, par définition, si j'ai envie de voir ça comme un produit scalaire avec le gradient, bah UA ici pour moi, si je vois ça comme une application de Rn, c'est une application de Rn, donc le gradient est un vecteur ligne aussi. Donc en fait, le gradient qui soit en colonne ou en ligne, c'est juste une convention selon ce qui vous arrange en termes de notation. Donc c'est pour ça que je mets entre guillemets ce transposé, c'est juste pour dire, il faut comprendre qu'on a toute l'information de la différentielle en calculant le vecteur colonne des dérivées partielles, et je vais souvent l'écrire en colonne, mais c'est une convention. Si on l'écrit en ligne comme un vecteur de Rn, c'est la même chose. Là, je fais le produit scalaire de deux vecteurs de Rn, et si maintenant je veux l'écrire matriciellement, et c'est plutôt pour ça qu'on l'écrit comme ça, si je le vois comme un vecteur colonne, si ceci est un vecteur colonne, je vais dire que c'est la transposée du gradient que multiplie la colonne h. Et je fais bien un produit scalaire canonique, vu comme ça. Donc c'est juste un jeu de notation qu'il faut comprendre et sur lequel il faut être assez, assez libre, enfin pas borné là-dessus, parce que
Je vous l'ai dit, on va faire quelque chose d'assez informel là-dedans. C'est qu'aller de E dans F et aller de Rn dans Rp, c'est quasiment la même chose, quitte à prendre une base au départ et une base à l'arrivée. Voilà pour les différentiels qui sont un peu particulières et desquels on peut parler et qui ont des petites propriétés. Est-ce que ça vous va sur ça? C'est juste se rendre compte que si vous êtes dans le cas d'une fonction qui va de Rn dans R, la différentielle c'est un gradient en gros. Si vous avez une fonction constante ou une fonction linéaire, on sait ce que c'est. Et si vous avez une fonction réelle, ça c'était juste pour vous montrer que c'est bien la généralisation de la notion de dérivée, qui est cette notion de différentiel. Alors, je ne vais pas réécrire les choses, là ça me paraissait intéressant d'essayer d'écrire les DL pour comprendre ces propriétés de la différentielle. Là on va juste lire, je vais peut-être recopier juste une propriété, c'est qu'on a des règles d'opération sur les fonctions de classe C1. Alors, je ne vais pas relire ce qui fait que, enfin, on peut l'écrire vite fait, mais si je vous fais alpha f de a plus h plus bêta g de a plus h. Si je fais une combinaison linéaire de développement limité, imaginons que j'ai un développement limité sur chacun d'eux, est-ce qu'on est bien d'accord que ça, je vais pouvoir l'écrire alpha f de a plus bêta g de a, et derrière, imaginons que j'ai un développement limité sur chaque, ça va me faire clairement alpha dfa pris en h plus bêta dga pris en h, et ensuite j'aurai deux petits O de h, mais la somme de deux petits O de h, ça fait un petit O de h, j'ai le droit de l'écrire comme ça. Ce qui veut dire, encore une fois, que ceci, c'est la différentielle de la fonction alpha f plus bêta g pris en a. Donc, exactement comme votre dérivée, la différentielle est linéaire. C'est-à-dire que la combinaison linéaire des dérivées, c'est la dérivée des combinaisons linéaires. Ça marche aussi en différentiel. Pas capital, mais c'est bon à savoir. Je ne l'écris pas, celle-là, elle est dans le poly. Comme on l'a vu dans le chapitre 9, alors là, il n'y a pas écrit noir sur blanc dans le programme de gérer le cas des fonctions, des applications bilinéaires. Mais il est écrit dans le programme que vous devez savoir différencier une application multilinéaire. Et pour différencier une application multilinéaire, si vous regardez la formule, c'est la même que celle qu'on a vue dans les réels dans le chapitre 9. C'est-à-dire que la différentielle si on a une application multilinéaire M qui prend en entrée F1 jusqu'à FP, en fait on fait la somme de toutes les applications multilinéaires où on a dérivé un seul des membres, le membre I, et on fait varier I de 1 jusqu'à N. C'est exactement la même formule. On va s'en servir dans pas longtemps dans un exo, donc c'est quand on l'appliquera que je la renoterai. Mais voilà pour ça. Celle qui va m'intéresser, c'est juste pour un mot qui va nous servir plus tard, quand on va faire ce qu'on appelle des équations dérivées partielles, c'est la formule de dérivée des composés. Alors, on va pas se prendre la tête sur les domaines, entre guillemets. C'est pas ça qui va nous intéresser le plus. C'est plutôt juste de dire que si on a une application F, alors j'ai mis qui part d'un ouvert oméga qui va dans F, et si j'ai une application G qui part d'un ouvert oméga prime ici et qui arrive dans un autre ensemble G, si la seule chose qu'il faut qu'on ait pour pas avoir trop de problèmes pour composer, c'est la même chose que dans les réels, qu'est-ce que vous voulez en termes d'ensemble, d'inclusion d'ensemble et d'égalité sur les ensembles? Mince, j'ai pas le droit d'écrire là-bas au bout. À cause de la vidéo, j'avais dit de pas écrire là-bas au bout. Bon, c'est pas très très grave vu ce que j'ai fait, mais je vais quand même décaler là-bas. Je vais faire quelque chose tout de suite, sinon ça va me reprendre dans 5 minutes, je me connecte. Donc, imaginons que j'ai une application F qui va donc de oméga inclus dans E jusque dans F, et une application G qui part de oméga prime inclus dans F et qui arrive dans un ensemble grand G. Si je veux pouvoir les composer, qu'est-ce qu'il me faut comme condition? Indépendamment de C1 ou quoi que ce soit, c'est juste les règles d'opération. Grand F.
doit être inclus dans le epsilon. Alors c'est des oméga, Oméga. mais non. Bah non, parce que justement, oméga prime est lui-même inclus dans F. Alors il faudrait que les deux soient égaux dans ce cas-là, si tu me dis ça. Non, c'est juste qu'il faudrait que l'image, si on prend l'image par F de tout l'ensemble oméga, ça, ce soit inclus dans oméga prime. Si on a ça, on aura le droit de composer sans la moindre difficulté. Donc on va pas se mettre des contraintes, c'est-à-dire on va pas aller chercher des composés de fonctions compliquées où ça va être tordu. Vous allez voir dès qu'on va appliquer ça derrière, c'est des cas très très simples où souvent c'est du R2, du R3 ou du Rn et où il n'y a aucune contrainte dans la composition. Ok, donc si on a maintenant que f est différenciable et que g est différenciable, on va pouvoir dire que la composée est différenciable et la... Pardon, je dois faire g, mon f en a. Si je veux différencier la composée, ça va être la différentielle de g pris en f de a, qui est composée elle-même avec la différentielle de f pris en a. Alors, ça, d'un point de vue formule, c'est assez logique. Alors, c'est pas une preuve que je veux vous faire, la preuve, elle est dans le poly proprement. C'est plutôt un truc pour que vous retrouviez la formule si vous avez le moindre doute, et notamment si vous avez le moindre doute dans quel sens il faut écrire les composés, parce que c'est pas comme dans les réels où il y a une formule pour la composée, où il y a un U', parce que là, dans les réels, l'ordre que vous mettez n'a pas d'importance. Ici, l'ordre que vous mettez, c'est important parce que c'est pas forcément les mêmes dimensions à chaque fois. Donc, il faut que ça puisse se multiplier. Mais donc, juste, je pense que ça se fait par les dimensions. Si vous avez, par exemple, il faut se donner une notation, mais si vous allez de Rn dans Rp dans RQ, par exemple, si on prend trois ensembles comme ça, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que G rond F de A, enfin G rond F plutôt, pardon, c'est une application, elle, qui part de Rn pour arriver directement dans RQ, vous êtes d'accord? Donc, juste d'un point de vue notation, la jacobienne de G rond F, si vous avez compris ce que j'ai réexpliqué tout à l'heure, elle est dans quel espace? C'est une matrice de M, mais elle est dans quel espace? Alors je vais en faire deux et il n'y en a qu'un qui est bon. Elle est de quelle taille la matrice jacobienne? On fait varier, avec ce que j'ai expliqué sur le gradient ici, on fait varier en colonnes sur les variables et en lignes selon le nombre de composantes. Il y a n colonnes. Ouais, du coup, il y aura n colonnes et q lignes vis-à-vis de la forme de la fonction. Donc cette matrice est une matrice MQN. Vous êtes d'accord avec moi? Du coup, on va juste faire la même chose. F, elle va de Rn dans Rp. Donc, entre guillemets, la jacobienne de F, avec la même logique que ça, c'est une matrice de taille MPN. Et la jacobienne de G, si je l'écris à côté, celle-là, elle va de Rp dans Rq. C'est une matrice qui appartient à M, Q, qu'est-ce que j'écris? QP de R. Et du coup, la question, c'est comment vous obtenez une matrice. Si on fait juste par les tailles pour que ça ait du sens, comment est-ce que vous obtenez une matrice de taille Qn? Bah, je vous rappelle les règles des matrices. Il faut prendre une matrice qui a la bonne taille à gauche, donc il faut prendre celle-ci, JG. Et puisqu'elle est taille P, elle se multiplie avec une matrice de taille P ici, JF, et ça va marcher. Et du moment que vous vérifiez les tailles, vous retrouvez bien, si vous êtes logique, que la composée de G rond F, c'est à gauche on met G, et à droite on met F. Alors après, il est logique que G, ça prend un élément en entrée de F, donc F de A, et que F, ça prend en entrée un élément de E qui est A. Ok pour cette dérivée de la composée, cette formule, elle revient à votre formule dans les réels, mais je ne voulais pas faire l'analyse avec les réels parce que vous avez pu la prendre dans les deux sens dans les réels. Et vous retenez votre formule des réels comme vous le voulez. Mais ici, il y a un sens, on ne peut pas inverser le sens vu que ce n'est pas forcément la même taille. Ces propriétés sont définies.
Bah, c'est la propriété 10 de 15. Du coup, juste petite remarque là-dessus. Ce qu'on appelle... alors, parce que ce calcul de différentiel, maintenant, si je refais un petit résumé encore une fois, mais tout est lié à chaque fois. Or, ça, c'est des égalités de différentiel ou des égalités de jacobiennes, sauf que des jacobiennes, par exemple, c'est des matrices remplies avec des matrices de dérivées partielles, du coup, ce qui veut dire qu'il y a un lien entre les dérivées partielles des différentes applications. Donc l'idée c'est quoi? Et je vais juste vous montrer un exemple, alors que c'est écrit dans le... parce que c'est pour le faire plus tard. C'est pas la priorité actuelle, mais il faudra qu'on y pense plus tard, quand on va commencer des exercices là-dessus, mais je vous le rappellerai d'ici là. C'est ce qu'on appelle la règle de la chaîne. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux faire une composée, par exemple, j'ai une fonction f, on va faire juste un exemple bête, hein. J'ai une fonction f de xy, alors il faut que je compose dans le bon sens. Oui, bon. F de xy, par exemple, je vais dire n'importe quoi, c'est xy exponentielle de moins x. J'ai une fonction, tiens, on va prendre g de uv. Je vais changer mes lettres juste pour que ça corresponde à ce qu'il y a à côté. Parce que je vais d'abord faire g ici, et je vais faire f autour. Et j'ai une fonction g de f de uv, on va faire simple, c'est juste pour vous montrer. C'est u plus v, u moins v. Bah dans ce cas-là, est-ce que vous êtes d'accord? Celle-ci va de R2 dans R2, celle-ci va de R2 dans R. Du coup, j'ai le droit de calculer l'application g rond f de... G rond f de UV, vous êtes d'accord, on a le droit de composer ces deux applications. Alors soyons clairs, celle-ci elle est clairement polynomiale, hein, c'était que les coordonnées. Alors celle-ci elle n'est pas polynomiale, parce qu'il y a un bout de polynôme ici, mais il y a un bout d'exponentielle ici, mais c'est l'exponentielle d'une seule variable. Donc c'est une exponentielle réelle qui elle aussi c'est 1, donc on peut complètement dériver ça. On fera de la rédaction sur les exercices qui suivent, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est de vous faire comprendre ce que j'appelle la règle de la chaîne. Ce qui va m'intéresser, du coup, c'est de dériver la fonction g rond f. Par exemple, quand je vais faire mes calculs de dérivée partielle, ce qui va m'intéresser, c'est de calculer g rond f par rapport à la variable u. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sauf qu'en fait, j'ai un problème. Parce que g, je ne l'ai pas écrit en u, je l'ai écrit en x et y. Du coup, ce qu'on va souvent écrire, c'est plutôt ça. Pour calculer g rond f en u, on va aller dire, bah, c'est pas grave, je sais pas dériver g par rapport à u. Ce que je vais aller dire, c'est que je vais aller dériver g par rapport... Il y a la partie, donc je vais voir la dépendance selon la première composante de cette fonction-là. Alors, je vais l'écrire mal comme ça, mais vous allez comprendre derrière ce que ça veut dire. Et j'ai peut-être une dépendance en u aussi de ma fonction en dy. Et j'ai chaîné mes variables. C'est-à-dire comme je ne sais pas faire la dérivée de g par rapport à u, je vais faire les dérivées que je connais de g par rapport à x et à y, et je vais voir le lien. Alors ce que j'ai appelé x ici, ce qui joue le rôle de x ici, c'est la dérivée de... En fait, c'est df sur du, et ce qui va jouer le rôle aussi ici, ça va être... c'est la dérivée de u plus v, entre guillemets, sur du, et là, ça va être la dérivée de u moins v par rapport à du. Et donc, bon, c'est quand on fera des calculs d'équations dérivées partielles qu'on fera cette technique-là, on aura le temps de voir ça, mais ça vient de la formule qui est là. Et donc, c'est ce qu'on appelle, c'est juste si vous le voyez dans des corrigés ou moi quand je vais l'utiliser, c'est ce qu'on va appeler la règle de la chaîne pour arriver à calculer les dérivées de composés. On n'applique pas cette formule de différentiel de g rond f égale différentiel de g de f de a? Oui, sauf que ceci, ce sont des applications linéaires. Donc au pire, tu peux le faire matriciellement, et le plus que tu vois là, et les deux termes que tu vois là, revient à faire, en fait, j'ai fait un calcul d'un produit matriciel.
Et donc s'il y a plein de variables, c'est vraiment la même chose. Hein. C'est juste qu'on fait un calcul d'un produit matriciel comme ça, ce qui va donner ça fois ça, plus ça fois ça, etc. Et donc c'est juste pour comprendre que ce concept-là, c'est vraiment ça qu'on applique. On appelle ça la règle de la chaîne en termes de notation. C'est juste que quand on fera des équations de dérivées partielles, on se rendra compte qu'on n'a pas forcément besoin de calculer toute la matrice là pour simplifier le problème et avoir un problème plus simple. Il faudra peut-être calculer qu'une partie des dérivées partielles. Et du coup, ça sert à rien de tout calculer. Mais si vous êtes dans le doute et si vous vous en rappelez plus, j'avoue que ceci va marcher tout le temps. Mais là, par exemple, imaginons que j'ai juste besoin de la dérivée par rapport à u, pour une raison que j'ignore, j'ai juste besoin de cette dérivée-là. Donc j'ai juste besoin d'un coefficient de ma matrice qui est là. J'ai peut-être pas besoin de calculer toute la matrice. C'est ça que je voulais dire par cette petite propriété-là qu'on appelle la règle de la chaîne. Mais c'était le moment d'en parler. Ok. Du coup, maintenant, on a toutes les propriétés que je veux pour pouvoir travailler sur des exercices. Du coup, on va faire plusieurs exercices pour montrer que des fonctions sont de classe C1 et calculer leur différentiel. Donc, on va commencer par des fonctions simples, des fonctions qui vont de Rn dans R ou de Rn dans Rn, enfin dans Rn dans Rp, pour voir comment on va justifier qu'elles sont C1 et comment on va calculer leur différentiel. C'est vraiment appliquer les propriétés qu'on a vues tout à l'heure. Et après, on va attaquer des exercices un tout petit peu plus durs où on va essayer de faire des différentiels, mais de fonctions, la fonction par exemple de Mn trouver la différentielle de l'application inverse dans GLN de R. Ça, c'est des choses qu'on n'a jamais travaillées. Donc là, pour moi, là, on a fait toute la base de ce que j'appelle la dérivation des fonctions de plusieurs variables. Vous en savez autant que moi. Vraiment, il n'y a pas de concept en plus, il n'y a pas de théorie en plus là-dessus. Pour faire des calculs de dérivées et sur des fonctions et vérifier qu'elles sont différenciables, on va voir comment on va aller prouver que des fonctions notamment sont C1. Parce que si on relit le chapitre, en gros, on a des règles pour dire qu'une combinaison linéaire de fonctions C1, c'est C1, ce genre de choses. Mais les seules fonctions de plusieurs variables dont on sait C1, ce sont... Alors, on peut parler quand même des applications linéaires et des applications constantes parce qu'on a fait leur différentiel. Mais ce sont surtout les polynômes. Donc le seul type de fonction de plusieurs variables qu'on va vraiment manipuler, ce sont des fonctions de polynômes. Alors allons-y. Parlons-en. On va faire l'exercice 10 de 16 là. Et je vous donne en première fonction la fonction f de xy qui vaut exponentielle xy facteur de x plus y. Et je veux montrer que cette fonction est C1 sur R2. Alors comment je vais faire pour montrer qu'elle est C1 sur R2? Il y a deux écoles complètement différentes. Première école, c'est juste dire... Alors, il faudrait quand même justifier que cette fonction, elle est continue. Ce qui ne va pas coûter très très cher, mais en gros, pour m'expliquer qu'elle est continue, vous allez dire que ça c'est un polynôme, ça c'est un polynôme, si c'est une exponentielle, c'est continu. Et ce que vous pouvez faire, mais c'est ça qui est un peu long, mais comme on va calculer la différentielle, il faudra le faire de toute façon. Vous me calculez toutes les dérivées partielles, et comme on l'a fait vendredi, une fois qu'on a calculé toutes les dérivées partielles, on dit que chacune des dérivées partielles est continue par rapport à chacune des variables, et donc au final, l'application est forcément de classe C1. On peut gagner du temps en utilisant que les polynômes sont de classe C1, donc c'est ce que je vais faire ici. Qu'est-ce que je vais dire? Et parce que j'ai le droit de manipuler des fonctions de plusieurs variables, en gros pour dire qu'ils sont C1, que quand c'est des polynômes. Là, ici, pour moi, cette fonction, c'est le mélange de trois applications. Deux sont des polynômes, et une n'a rien à voir avec les fonctions de plusieurs variables. Donc ce que je vais dire, c'est que la fonction qui a xy, et encore une fois, si vous ne mettez pas qu'il y a deux variables devant, ça n'a aucun sens, et il faut bien mettre la flèche. La fonction qui a xy associe x plus y. Pour moi, elle est clairement C1 sur R2 parce que c'est un polynôme. Tout comme la fonction qui a xy. Alors là, je ne vais peut-être pas le faire à chaque fois. Là, je vais leur donner des noms. Je vais l'appeler F1, cette fonction-là. Celle-ci, je vais l'appeler F2. Et après, je vais l'appeler F3. C'est vraiment bête ce que je vais faire, donc je ne vais peut-être pas l'appeler F3. Mais la fonction qui aussi a qui a xy associe x fois y. Cette fonction-là, elle est aussi C1 sur R2 parce que ces deux fonctions-là sont des
polynômes en les coefficients du vecteur d'entrée. Comme elles sont C1 parce que ce sont des polynômes, si la seule autre fonction qui est impliquée là-dedans, c'est la fonction qui, elle, va de R dans R, qui a X associé. Ah ouais, j'aurais peut-être pas dû mettre de R dans R, parce que je ne l'ai pas mis au-dessus, mais c'est la fonction qui a X associé exponentielle X, vous êtes d'accord, qui est L, C1 sur R. Donc, du coup, en fait, c'est quoi ma fonction f? Ma fonction f de xy, ce n'est ni plus ni moins que ma fonction f3 pris dans la fonction, alors sinon c'était f2 de xy, multiplié par la fonction f1 de xy. Donc c'est une composée et un produit de fonctions de classe C1. Donc c'est de classe C1. Alors, le produit ne peut arriver que parce qu'on arrive dans R. On verra que ça n'arrivera pas dans les autres, mais produit est composé de fonctions de classe C1. Donc, F est de classe C1 sur R2. Bon, je décrirai pas à chaque fois forcément avec F1, F2, F3 et quelles sont les opérations. Du moment que vous décrivez bien tous les morceaux qu'il y a dans votre fonction, on ne vous demandera pas de mettre des noms. Là, je l'ai précisé parce que c'est le début, on n'a pas trop l'habitude. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est dans ce sens-là qu'on a opéré les opérations? Donc maintenant qu'on a ça, ma seule question dans l'exercice, c'est calculez-moi la différentielle de cette application. Alors, on va aller jusqu'à la différentielle, mais c'est ce que vous devez avoir en tête chaque fois qu'on va vous demander un exercice comme ça. Quel est le type de ces fonctions-là? Comment on va calculer la différentielle? Ici, on est dans le cas d'une fonction qui va de R2 dans R. On calcule d'abord par rapport à X, puis par rapport à Y. Oui, mais ce que je veux dire par là, je suis d'accord, ça va être les dérivées partielles qu'on va calculer à chaque fois. Mais c'est juste pour que vous mettiez des notations et d'un cadre. Si c'est une fonction qui va de R2 dans R, la différentielle elle va s'exprimer par rapport à quelle quantité? Après, on peut réfléchir entre guillemets bêtement et réfléchir derrière, mais ce que j'aimerais que vous ayez en tête, c'est... alors, vous pouvez à chaque fois me dire sans réfléchir, bon, on exprime par rapport à la jacobienne sans réfléchir, ça marchera à chaque fois. Mais ici, puisqu'on arrive dans R, on est dans le cas où ce qui va permettre de justifier, enfin de calculer la différentielle, c'est juste le vecteur gradient. C'était juste ça. On est dans le cas où, pour calculer la différentielle, on calcule le gradient. Ok? Donc allons-y. Je vais aller calculer le gradient de f. Alors, en xy, qui pour moi va être le vecteur colonne df sur dx pris en xy, df sur dy pris en xy. Alors, il faut dériver cette chose par rapport à x et à y. Alors, je vais la réécrire, parce que sinon, moi, je vais m'y perdre, mais oh non, on peut s'en sortir. C'est moi qui fais du zèle, sinon, non, je vais m'en sortir directement. Donc, je vois ça, je vous rappelle, pour calculer les dérivées partielles. Enfin, on en a refait un petit peu vendredi, mais Mohamed n'était pas là. Du coup, l'idée, c'est, on voit cette fonction maintenant, si je veux faire le calcul de la dérivée par rapport à x, je vois ça comme, enfin, la fonction ne dépend pas de y, donc y est une constante. C'est comme si vous aviez un calcul avec un a ou un n dans vos calculs standards. Et donc, il faut dériver ça. Ceci, pour moi, c'est juste le produit d'une exponentielle avec un polynôme. Ça se dérive comme un produit dans les réels, il ne faut pas se tromper. Donc ça va me faire... Si je commence par dériver mon exponentielle, y exponentielle xy fois x plus y, et si maintenant je fais la partie où je dérive mon polynôme, plus exponentielle xy. Comment vous allez me calculer df sur dy? C'est la même chose, en fait. Ouais, alors je vais en parler parce que j'ai fait exprès de commencer par une fonction comme ça. On a quelque chose qui est assez logique. Alors c'est pour ça que je vous ai dit que j'aimais pas trop ces notations-là, mais si on est clair avec, on comprend ce qui se passe. Cette fonction f, elle vérifie quelque chose de très particulier. F de xy, c'est la même chose que f de
YX, elle est symétrique. Alors ce mot n'est pas un mot de vocabulaire à connaître, mais ce que je vais appeler cette fonction est symétrique en ses variables. Si elle est symétrique en ses variables, forcément, c'est justement les notations que je vous ai rappelées vendredi. Dériver cette fonction-là en ce point-là par rapport à x, c'est la même chose que dériver cette fonction en ce point-là par rapport à y. Du coup, en jouant là-dessus, la dérivée, c'est forcément... C'est x fois y dans l'exponentiel. Ah mince, oui, merci. XY plus exponentielle. Voilà, c'est juste ça. Enfin, alors, ça coûte pas grand-chose de refaire le calcul de dérivée, mais vous pouvez gagner du temps et on verra que quand on va arriver de Rn dans R, il y a peu d'exos de Rn dans R et je vous apprendrai un truc. Alors, c'est pas un truc dans les exos, mais 99,9% des exos de Rn dans R, on verra, ont des propriétés de ce genre-là, sinon les calculs deviennent juste infaisables instantanément. Et donc ça fera gagner du temps et on pourra faire des choses rapides. Alors, j'ai pas fini de calculer ma différentielle, là j'ai juste calculé mon gradient. Du coup, c'est quoi la différentielle de mon application? Alors, j'ai la différentielle si j'ai ça, mais je vais juste plutôt calculer la différentielle. J'ai peut-être mis calculer la différentielle en un point. Bon, je l'ai écrit. Et j'ai juste mis leur différentielle, ça n'a pas trop de sens. Du coup, si j'essaye d'écrire... Puisque c'est une fonction de R2 dans R, si je veux pouvoir calculer dans la partie, l'équivalent du développement limité, ma différentielle, il faut que je la calcule en un point, cette différentielle. Et donc ce point, je vais lui donner deux coordonnées. Donc mon df de xy pris en hk, ce sera le calcul du produit scalaire de nabla de f en xy fois le vecteur fois le vecteur hk. Alors c'est là où les notations me vont pas trop, mais c'est pas grave. On prend donc le vecteur nabla en ligne, que je vais écrire, du coup ce qu'on a écrit là-bas, c'est quoi? C'est y exponentielle de xy, x plus y. En fait, je vais réécrire mes dérivés, mais c'est la même chose. C'est exponentielle de xy, facteur de xy plus y carré plus 1. Si je refactorise un peu différemment le nombre qui est là, ça me fait du xy plus y carré, et j'ai un plus 1. Et donc l'autre, ça va me faire la même chose, facteur de... Là, ça va être du xy plus x carré plus 1. Et ça, je vais le multiplier par le vecteur colonne hk. Ce qui va me donner de l'exponentielle xy plus y carré plus 1 h plus exponentielle xy plus x carré plus 1 k. C'est comme ça que vous me calculez la différentielle en un point. Ok? C'est pas grand chose, on va pas le faire à 100% du temps. Pour moi, dès que vous avez la matrice jacobienne, dès que vous avez le vecteur gradient selon le contexte où vous êtes, on a la différentielle. Mais il ne faut pas oublier que la différentielle, c'est une application linéaire, c'est-à-dire que pour la calculer en un point, il faut appliquer cette application linéaire à quelque chose. Alors celle-ci va aller beaucoup plus vite, encore. J'ai une fonction qui va de R3 dans R, alors celle-là, ça va aller plus vite, c'est juste pour faire des fonctions à plus de variables. Pourquoi elle est C1, instantanément? Parce que c'est la somme de trois fonctions polynômes qui sont C1. Attends, mais la somme de trois polynômes, tu vas vraiment me parler de trois fonctions polynômes? Un polynôme, c'est le principe d'avoir poly plusieurs termes. En fait, tu m'aurais plutôt dit c'est la somme de trois fonctions monômes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est plutôt ceci est directement C1 sur R3 en tant que polynôme. Ceci est une fonction polynôme. Du coup, encore une fois, elle va de R3 pour arriver dans
R, donc je détermine sa différentielle en déterminant le vecteur gradient. Donc allons-y. Nabla de f en x, y, z. Bah, je dérive ça par rapport à x. Donc j'y vais, ça va me faire y plus z. Ensuite, je dérive ça par rapport à y, ça va me faire x plus z. Et si je dérive ça par rapport à z, ça va me faire y plus x. Et maintenant, pour calculer la différentielle, mais je ne vais pas le faire, il suffirait que je multiplie ce vecteur-là, enfin, en transposant, avec un vecteur qui serait, je sais pas, HKL. Enfin, il me faudrait 3 coordonnées pour calculer la différentielle. Alors, faisons-en encore... J'en ai remis 2. Le but, c'est juste qu'on ait la technique pour expliquer C1 et pour faire du calcul un tout petit peu de différentiel, mais on va pas en faire des milliards. Là, je vous donne f de xy. Alors ici, pour aller justifier c'est C1, quelles fonctions vont être mises en œuvre là-dedans? Il me paraît évident qu'il y a déjà 2 fonctions qui sont, je vais devoir parler de la fonction x donne sinus x et x donne cos x, qui sont toutes les deux C1 sur R. Mais comment je vais parler de la fonction qui, dans la première coordonnée, la donne du y sinus x? C'est là où la première fois on a un truc. C'est une logique que vous n'avez pas encore et qu'il faut qu'on développe. Là, j'ai clairement dans cette coordonnée un mélange des 2 variables. Donc je dois en parler. Mais les seules fonctions dont je peux dire si je veux appliquer cette fonction-là, sans parler de c'est continu, je calcule toutes les dérivées partielles et toutes les dérivées partielles existent et sont continues. Donc la fonction S1, ce qui est long, on l'a fait vendredi. Il faut comprendre comment je vais parler de la fonction de 2 variables en introduisant uniquement la notion de polynôme. Cela, dans ce cas, grade de f va être une matrice de taille de 2. Donc c'est pas un gradient, c'est ce qu'on appelle une jacobienne. Jacob. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on peut toujours se dire qu'on est dans le cadre d'une jacobienne, mais j'aimerais que vous ayez en tête que c'est juste un gradient dans le cadre, parce que c'est juste en termes de notation. Si vous notez ça J, on va vous dire, oula, il a pas compris les notations du programme. Ok ? Personne ne voit quelle fonction polynomiale on va faire introduire pour pouvoir faire apparaître la coordonnée y sinus x. Je vais parler de la fonction f3 qui, au couple xy, alors je vais l'écrire dans le sens pour que ça vous parle, mais on peut l'écrire dans les 2 sens, c'est la même chose. Je vais juste parler de ça, moi. Ceci est une fonction polynomiale et donc est une fonction C1 sur R car polynomiale. Et maintenant, je peux complètement décrire ma fonction f. Ma fonction f, c'est quoi? F de xy, c'est ma première coordonnée, c'est f3, pardon, c'est f3 de f1 de x, y, et ma deuxième coordonnée, c'est f de 2x. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Du coup, d'après ce que je viens d'écrire ici, chaque coordonnée est une composée de fonctions de classe C1, et du coup, ça me donne bien au final une fonction de classe C1. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut que vous compreniez ce concept-là ici. C'est juste que la fonction y fois sinus x, je peux toujours l'avoir comme le produit matrice, enfin la fonction polynôme produit que j'ai pris à une fonction de classe C1. Donc le résultat global est une fonction de classe C1. Au moins, ça change. Ça change de l'étrange Noël de Mr. Jack, hein, on va dire. Parce que celui-là, à un moment, j'en pouvais plus.
Donc, c'est ce que je vais lui dire. Je vais mettre coordonnée par coordonnée. On a donc FC1 sur R2 comme composé. Alors, j'aurais pu parler, on peut quand même en parler, si on veut voir ça comme des fonctions de variables. Là, ça dépend, pour moi, ça va largement. On aurait pu parler de la fonction F4 qui a xy associe x pour dire que ici, en fait, c'est bien une fonction des deux variables. Mais bon, c'est pas capital. Mais vous verrez dans certains corrigés qui précisent ça en plus. Pour moi, c'était surtout ça qui m'intéresse. Maintenant qu'on sait qu'elle est C1, je peux aller calculer sa différentielle. Alors comme tu l'as dit hier, du coup, C, dans ce cas-là, c'est pas, on va pas la calculer en passant par un vecteur gradient, on va passer par la jacobienne. Donc la jacobienne de f en xy, c'est. Alors, c'est là où il faut apprendre comment marche la jacobienne, on en fera un dernier, mais j'ai dit je fais varier, quand je fais varier les colonnes, je fais varier les variables, et quand je fais varier les lignes, je fais varier les coordonnées. Donc je vais noter que c'est df1 sur dx, df1 sur dy, et ici df2 sur dx, et ici df2 sur dy. Où f1 et f2, c'est juste pour qu'on comprenne, f1 de xy, c'est la première coordonnée, donc pour nous ce serait la fonction y sinus x, et la fonction f2 de xy, ce serait la deuxième coordonnée, ce serait juste la fonction cos x. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Du coup, allons-y. Oui. Comment on a su que ça va être une matrice de vie? Parce que là, notre fonction va de R2 dans R2. Donc c'est forcément une matrice à deux lignes, deux colonnes. La seule chose qu'il faut retenir et apprendre après, c'est qu'est-ce qui varie en ligne et qu'est-ce qui varie en colonne. Ce qui varie en ligne, ce sont les variables. Ce qui varie en colonne, c'est les coordonnées d'arrivée. Ok? Et parce que sinon, tu vas remplir non pas la matrice, mais sa transposée, en gros. Enfin, c'est si tu inverses. Du coup, JF de XY, il faut remplir. Alors, il faut dériver ça par rapport à X. C'est moi qui fais tous les calculs jusque-là, vous allez bien en faire un. Si on dérive ça par rapport à X, ça fait Y cos X. Il ne faut pas oublier que le Y va rester dedans. Y cos X, je dérive ça par rapport à Y. Sinus X. Alors moi je fais la compliquée, moi je vais dériver la deuxième par rapport à Y. Et donc par rapport à X. Moins sinus. Voilà. Et je vais le réécrire une fois, c'est si on vous demande d'utiliser cette différentielle pour calculer la différentielle en un point, on va devoir du coup multiplier JFXY par un vecteur qui aurait deux coordonnées H et K, ou H1, H2, ça dépendra si on a des sujets qui font ça. Mais donc si on veut calculer la différentielle en un point, il faut calculer le vecteur, qui serait le vecteur, du coup c'est parti, hein, ça fait H fois Y cos X, plus K fois sinus X, moins H fois sinus X. C'est ça le terme qui apparaît dans le développement limité d'ordre 1. Ok. Bon, on va juste faire un dernier exemple pour qu'on ait travaillé cette notion-là avec un truc qui n'est pas droit. Alors, ce que je veux dire pas droit, c'est parce que j'ai mis plusieurs coordonnées. Enfin, là aussi, hein, mais c'est juste pour... Là, je vous prends f de xy, c'est xy 1 demi de x carré plus y
Et là, j'ai mis ln de 1 plus x carré. Alors allons-y, hein. Je vais directement dire que la fonction qui a xy donne... Alors je vais peut-être plus noter des f1, f2, f3 si ça vous va, on commence à maîtriser. Je vais dire que la fonction qui est là est C1 sur R2, la fonction qui est là, elle est aussi clairement C1 sur R2, et alors, comme je ne l'ai pas bien fait là-haut, enfin comme je ne l'ai pas fait, là je vais le refaire, là encore une fois, il n'y a plus qu'une seule des deux variables. Donc je peux préciser, si on veut vraiment, dire que ceci aussi est C1 sur R2, et toutes ces fonctions-là sont C1 sur R2 parce que ce sont des polynômes. Et il ne manque plus qu'une seule fonction, c'est que la fonction qui a x, donc qui va aller après ça, qui a x donne ln de 1 plus x va être L C1 sur R. Alors je vais quand même repréciser, ça c'est aux fonctions réelles, il faut quand même les préciser, car ln est C1 sur 0 plus l'infini, et 1 plus x carré est toujours supérieur ou égal à 1. Donc on est bien à chaque fois dans 0 plus l'infini. Maintenant que j'ai dit tout ça, on peut admettre sans la moindre difficulté que ceci, coordonnée par coordonnée, est la composée de fonctions de classe C1 et de classe C1. Ah bah génial. Utilisez l'autre. Hein. Celle-là pour Je peux mettre encore une fois si on veut coordonner par coordonnées. Donc, je vais me lancer dans le calcul de la jacobienne. Avant de me lancer dans le calcul, je ne vais peut-être pas noter tous les coefficients, je l'avais fait ici. Elle va avoir combien de lignes, combien de colonnes? 3 lignes, 2 colonnes. 3 lignes, 2 colonnes, ouais, c'est ça. Tout à fait d'accord. Donc allons-y, j'y vais directement. La première fonction, c'est xy. Oui. Cette formule, on utilise quand on va faire la jacobienne, celle-là. En fait, ça, c'est un peu, si tu veux, c'est la formule du calcul d'un élément de la jacobienne. C'est le produit matriciel qui vérifie, c'est ce que j'ai appelé la règle de la chaîne tout à l'heure, c'est le calcul d'un... c'est le calcul d'un élément de la jacobienne quand tu vas multiplier deux jacobiennes, si tu fais la composée de deux fonctions. Là, on n'a pas encore fait des composés de deux fonctions. Ok. Je pourrais le faire, par exemple... ln de 1 plus x carré. Oui, je peux l'avoir comme une composée, mais il faudrait que, du coup, que je crée la jacobienne de cette fonction, qui serait déjà, comme elle arrive dans R, c'est pas une jacobienne, c'est un gradient, excusez-moi du mot. Mais je pourrais calculer df en df1, si je l'appelle f1, en xy. Mais le gradient, du coup, comme c'est l'application x, son gradient, ce serait juste 1, 0. Et donc ça voudrait dire comment je vais dériver ça en la composant avec ça. Bah, je vais faire le produit scalaire de ça en gros avec ça. Et donc je vais me retrouver avec la dérivée de celle qui est ici. Okay. Donc allons-y, la première coordonnée c'est le produit xy. Donc la dérivée par rapport à x de xy c'est y. La dérivée par rapport à y de xy, il va me laisser x. Ici, alors j'ai ce que j'appelle aussi des variables séparées, c'est-à-dire que j'ai un terme en x carré et un terme en y. Donc ici, je vais me retrouver avec du x, ici je vais me retrouver avec du 1. Et là, forcément, en y, je vais me retrouver avec du 0. Il faut que je dérive ln de 1 plus x carré qui va me faire du 2x sur. Est-ce que ça vous va sur ces... Il y a pas... Enfin, c'était juste pour qu'on...
il faut que chaque étape, entre guillemets, soit claire d'un point de vue calculatoire et que vous n'ayez pas le moindre doute. Et bien sûr, si maintenant je veux la calculer en un point, juste pour comprendre, je la multiplie par quoi? ABC? Ouais, non, la question c'est combien de coordonnées? Non, c'est 2. 2. Alors, encore une fois, pour que le produit matriciel ait lieu, mais ça a encore à voir avec le fait que ce que vous mettez en entrée, c'est une petite variation du vecteur d'entrée. Donc, c'est de la taille du vecteur d'entrée. Lorsque le gradient il a 3 coordonnées, du coup on fait 3 lettres. Complètement. Ouais, c'est ça. HKL, par exemple, hein, mais ça dépend de ce qu'on voudra faire comme calcul. Ok. Alors, je vais pas faire le 2,17 tout de suite. On va peut-être le garder un tout petit peu pour après. Je vais préférer faire... alors, je vais peut-être pas les faire dans l'ordre. Le plus simple, c'est peut-être le 3. Alors, le 3, il manque un truc. Enfin, le 3, le 20. Il y a un symbole qui n'est pas passé dans l'exercice 20. Je vais juste le modifier à l'instant. Donc, on a été là. Donc, on va faire le 10 de 20. Alors j'insiste, je ne sais pas pourquoi, c'est pas passé dans le poly, mais c'est pas cette application-là dont je veux calculer la différentielle. Pourquoi est-ce que calculer la différentielle de cette application-là, c'est très rapide et c'est pas très intéressant comme exercice? Parce que la dérivée d'une intégrale, c'est... Ah non, ça dépend pas des bornes, donc c'est absolument pas pour ça. Pourquoi est-ce que vous avez intérêt à me calculer en 1 seconde et pas plus la dérivée de la différentielle de cette application? Non. Parce que ça va donner des constantes. Pourquoi ça donne des constantes? Ça donne des réels à la fin. Ça donne Oui, pas des réels, constantes. Quand je fais varier P, la constante elle varie. Ils ne dépendent pas de X. Oui, donc c'est un réel à la fin, c'est tout. C'est pas une fonction. La dérivée d'un réel. Et on n'a pas parlé de la dérivée d'un réel, je parle de la dérivée de phi, je parle pas de la dérivée de l'intégrale de 0 à 1. Ah. C'est quand je fais varier P qui va m'intéresser. Cette application-là, elle est linéaire. Si elle est linéaire, sa différentielle, c'est elle-même. Donc, c'est juste ça. Alors, ce que j'ai rajouté et ce que je voulais faire, c'est par exemple, comme on a déjà fait le carré, que le carré c'est classique, je voulais calculer la différentielle de l'application où on met un cube là-dedans. Parce que du coup, l'application qui est là n'est absolument pas linéaire. Voilà. Et ma question dans mon exercice, c'est juste montrer que phi est différenciable et calculer des phi. C'est-à-dire que je ne parle pas de fonction C1. Parce que ici, parler de mes fonctions C1 par des polynômes des coordonnées, j'ai pas de coordonnées en l'état. Enfin, si j'écris pas avec la base canonique, j'ai pas de coordonnées. Donc je peux pas parler de fonctions polynômes, par exemple. Donc, ma méthode que j'ai développée là va pas marcher. Donc comme elle ne va pas marcher, quelle est la seule solution que j'aurais pour prouver C1? Ce serait d'abord de montrer différentiable, de calculer la différentielle, et ensuite de montrer que la différentielle est continue. Du coup, allons-y. À froid, si on vous donne un exo théorique comme ça, il y a deux approches. Donc, je vais poser la question, on va l'écrire là-haut, on va voir les deux approches, même si ici, il y en a une des deux qui va être beaucoup plus rapide que l'autre. Est-ce que phi est différenciable? Enfin, je le mets en point d'interrogation, mais c'est montrer qu'elle est différenciable, donc ici, il faut qu'elle le soit. Je vais fermer parce que c'est juste que je vois plus rien. Désolé pour une fois qu'on a un rayon de soleil, mais là, j'arrivais plus à regarder ce que je faisais. Je vais peut-être allumer le tableau, je ne l'ai pas fait. Comment vous feriez pour montrer qu'elle est différenciable? Il y a vraiment deux approches complètement différentes avec le cours que j'ai rappelé de vendredi qui permet d'aller vérifier qu'elle va être différenciable.
L'explication est différenciable si et seulement si. Rappelé en début d'heure. Elle admet un développement limité à l'ordre 1. Donc, c'est ce que je vais appeler mon idée théorique, c'est essayer d'écrire un DL à l'ordre 1. C'est ce qu'il y aura de plus rapide si ça marche. Je vais noter plus classique, même si je vous assure que pour les exos théoriques, il vaut mieux passer par la première. On voit des fois, on n'a pas l'idée sur la première méthode, donc il faut trouver une solution de contournement, donc il faut repartir vers quelque chose de plus classique. C'est quoi pour vous une différentielle avec ce que je viens de faire dans les cas simples? C'est quoi une différentielle maintenant pour vous? Avec par exemple l'exo d'avant qu'on a fait. Pour vous, une différentielle, c'est déterminer la matrice jacobienne et la multiplier par... Ce serait déterminer une matrice jacobienne. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait une matrice jacobienne? Il faut qu'on puisse dériver par rapport à des variables, donc il faut qu'on ait des variables, donc il faut qu'on ait des coordonnées. Donc ça, c'est la deuxième approche, c'est se donner une base de l'espace et essayer de faire des dérivées coordonnées par coordonnées. Ouais, et trouver les dérivées partielles, c'est juste ça. Donc c'est pour ça que je dis plus classique, mais reconnaissez bien que là, par exemple, on est dans Rn crochet x, donc espace de dimension n plus 1, donc une base, ça aura n plus 1 vecteurs, il y aura n plus 1 dérivée, enfin, il faut trouver une formule générale pour les n plus 1 dérivées partielles. Vous comprenez que ça a l'air un peu plus contraignant que la méthode 1 si on y arrive. Donc c'est ça l'idée. Plus classique, se donner une base, vu qu'on est en dimension finie, ça existe, se donner une base B de E. Déterminer, je vais juste mettre pour tout i, DFI en A, enfin au point A où on est, et on a la règle du coup après que DFA, ça peut passer par la jacobienne, mais DFA.H c'est la somme des DFI fois HI. On a ce principe-là. Est-ce que vous êtes d'accord sur les deux approches? Allons-y. Je vais essayer de mener les deux ici. Alors je suis pas sûr que la deuxième marche vu que je sais que je l'ai fait avec la première. Mais au pire j'ai un autre exo où la deuxième va être nécessaire parce qu'on la verra pas forcément. Donc allons-y. Donc je vais mettre théorique ici. Mon but c'est essayer d'écrire un DL à l'ordre 1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'aller calculer ce que c'est que phi de P plus H. H étant mon accroissement de mon polynôme. Vous êtes d'accord? Donc je vais essayer de calculer ce que c'est que phi de P plus H. Phi de P plus H, c'est l'intégrale de 0 à 1 de P de T, alors je vais l'écrire comme ça, plus H de T, le tout au cube. Comment vous continuez, sachant qu'à aucun moment, sinon le but, après sinon ça revient à passer à l'idée 2, à aucun moment je veux que vous me dites je vais leur donner des coefficients à 0 jusqu'à n, parce que ça revient à donner des coordonnées, donc ça revient à passer avec l'autre méthode. On remplace P plus 3. On applique la formule du binôme de Newton. Ici à l'ordre 3, mais c'est juste ça. Ouais, on fait le binôme, je suis d'accord avec vous. Oui. C'est moi qui l'ai rajouté dans l'exo, sinon c'est une application linéaire, c'était très simple. Il manque ça dans l'exo du poly, je l'ai dit. Dans la nouvelle version du poly, j'ai rajouté le cube. Et j'ai rajouté une indication à l'exo 19 qui sans Z est vraiment méchant. Enfin, voilà. J'ai rajouté la forme finale qu'on veut trouver pour pas qu'on se trompe sur la forme finale, c'est juste ça. Donc allons-y, si j'applique la formule du binôme,
On est dans les réels, j'ai pas besoin de commutativité, on l'a forcément. Ça va faire P de t au cube plus 3 fois P de t au carré H de t plus 3 fois Ça fait phi de p plus phi de h. Alors j'ai oublié de dire, ça va nous servir, excusez-moi. J'ai oublié de dire qu'on va faire ça dans l'espace Rn crochet x muni de la norme P, c'est la norme infinie, c'est le sup sur. Ça va nous servir juste après. Je vous rappelle que pour avoir un DL à l'ordre 1, il va falloir montrer que des termes sont des petits taux, et pour montrer que c'est des petits taux, il faut les comparer en normes, en gros. C'est un peu ça qui va nous permettre de faire ça. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai gagné en faisant ça? Ici, si je développe mes intégrales, ici, j'ai le phi de p qui apparaît. Ici, j'ai un terme qui est en degré 1 en h, entre guillemets. Ça paraît logique que c'est le terme de degré 1 en h qui soit la différentielle. Et là, j'ai des termes en h carré et en h cube, il faut juste que je montre que ça, ce sont des termes en petit taux de h. Et avec ça, je vais montrer que ma différentielle, ce sera le calcul qui est là. Donc allons-y. Ceci, je vais écrire que c'est l'intégrale de 0 à 1 de p de t au cube dt, que je vais renoter juste en dessous directement phi de p. Oh, je ne vais pas besoin de mettre égal, je vais juste dire ceci, c'est phi de p. Plus 3 fois l'intégrale de 0 à 1 de p de t carré h de t dt. Plus, et là je vais écrire juste l'intégrale de 0 à 1 et je vais mettre h carré de t, enfin h carré, et il va me rester du 3p plus h dt. Ok. Du coup, comment ça va marcher? Comment on va montrer que j'ai ma différentielle? Le but, ça va juste être d'écrire ça, entre guillemets, en mettant tout ce qui nous intéresse d'un côté et tout ce qui ne nous intéresse pas de l'autre pour après passer en norme. C'est exactement comme ça qu'on fait des preuves. Donc là, maintenant que j'ai fait apparaître phi de p, j'ai bien mon phi de p plus h égale phi de p plus quelque chose dont je veux que ce soit la différentielle plus d'autres termes. Alors non, j'ai même pas forcément besoin de réécrire ça. La seule chose qu'il faut que je montre maintenant, c'est montrons que ceci est un petit taux de h. Donc, si on le montre, on a instantanément prouvé que ceci est la différentielle. Donc allons-y. Montrons que l'intégrale de 0 à 1 de h carré Comment on va faire ça? Moi, je vais passer en norme. Alors, en norme, ici, attention, on est à l'arrivée. Donc, ceci, la norme dans R, c'est la valeur absolue. Qu'est-ce que vous me dites sur la norme de cette chose-là? Toujours la même chose. Inégalité triangulaire. Ouais, on fait l'inégalité triangulaire. Ceci, ça fait l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de h2 de t fois... J'y vais, hein, je fais l'inégalité triangulaire à tout va pour gagner du temps. J'ai aussi fait l'inégalité triangulaire là-dessus pour vraiment tout séparer. Maintenant, c'est tout l'intérêt d'avoir fait l'exercice en norme infinie qui est sur le sup sur 0,1, c'est que chacune de ces quantités-là, ça c'est plus petit que la norme infinie de h au carré. Ceci, c'est plus petit que 3 fois la norme de p infini plus la norme de h infini. Donc au final, tout ceci, c'est plus petit que la norme de h au carré infini fois 3 fois la norme de p infini plus la norme de h infini.
Alors j'ai gagné, il faut juste l'écrire, mais... Comment on montre que c'est un petit taux de h? Bah, il suffit de montrer... Alors attention, ce sont des vecteurs, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Il suffit de montrer que la norme de ça divisée par la norme de h, ça on passe en norme et c'est des réels, tend vers 0, ce qui prouve que c'est un petit taux de h. Si la norme de ce truc-là, ou la valeur absolue de ce truc-là, divisée par h, la norme de h tend vers 0, ceci est un petit taux de h. Donc, je remets mon point de départ. Ceci divisé par la norme de h oui, il me reste un norme de h en facteur, hein, donc ça tend clairement vers 0, il n'y a aucun doute là-dessus. Et du coup, comme j'ai mis là-haut, montrons que c'est un petit taux, je ne le réécris pas. On a bien prouvé le résultat, ce qui implique instantanément par unicité de la différentielle que, alors là c'est juste les notations, je vais vous écrire mes notations, enfin les notations de cours et je veux que vous les traduisiez pour cet exo-ci. Ce qu'on aurait déterminé par ce développement limité dans le cours, ce serait dfa pris en h. Et ici dans notre exo, c'est quoi qu'on vient de calculer, qu'on vient de trouver? 3p carré ht. Ah, mais en termes de notation, je suis d'accord. C'est d. C'est juste adapter les notations du cours, donc c'est comme ça que je vérifie que vous avez compris. Qu'est-ce qui joue le rôle de f, qu'est-ce qui joue le rôle de a, qu'est-ce qui joue le rôle de h. Qui joue phi joue le rôle de f. Ouais. Donc ça fait du d phi De p de p fois grand h. pris en grand h, voilà, vaut 3 fois l'intégrale de 0 à 1 de p carré de t h de t dt. Et ceci n'est absolument pas linéaire en P, mais c'est bien une application linéaire en H. Et c'est ça qu'on veut pour une différentielle. Ok ? Donc voilà pour cette méthode 1. Alors j'ai un petit peu peur d'essayer de le faire coordonnée par coordonnée. Je vois pas trop comment je vais faire apparaître l'intégrale en P carré H, mais on peut essayer de le faire. Alors... Ouais, je vais essayer de le faire, mais là, cet exercice-là, je l'ai fait comme ça parce que je voyais que ça marchait bien. Du coup, je vais mettre méthode 2. Alors, il faut se donner une base. Quelle base vous vous donnez dans Rn crochet X? La base canonique. Ouais, je pense qu'on va pas chercher plus loin. Enfin, on va se donner soit B, c'est la base 1x, x carré jusque xn. Vous êtes d'accord avec moi? Du coup, chercher la dérivée partielle selon les im coordonnées de phi en P, c'est calculer, on va revenir à la définition, donc d'un point de vue théorique, c'est ce qui va aller le mieux, c'est la limite quand t tend vers 0 de phi de p plus t fois... Alors, ouais, j'ai mis la dérivée im. Alors, je vais voir 1 comme x puissance 0 sur ça, si ça vous va, et je vais calculer la dérivée im pour i appartenant à... Enfin, il y a bien n plus un vecteur dans cette base, mais je vais appeler la première dérivée la dérivée 0 im pour que ça ait des notations plus standards. Mais donc, il faut que je fasse la limite de phi de p moins txi moins phi de p sur t. C'est ça, calculer d'un point de vue théorique la im dérivée partielle d'une fonction comme ça. Du coup, en fait, on va être ramené quand même au même genre de calcul qu'ici, mais au lieu d'être avec un vecteur h quelconque,
C'est juste que c'est un coefficient réel que multiplie un vecteur fixe. Donc allons-y. Je vais l'écrire. Alors, en général, du coup, dans les calculs, moi je l'écris le 1 sur t devant pour pas m'embêter avec. Ça va s'écrire l'intégrale de 0 à 1 de p de t. Je vais avoir un problème de notation. Je viens de me rendre compte instantanément. Dans mon cours, la notation, c'est la limite quand t tend vers 0 de ça. Sauf que mon intégrale, je l'ai noté en dt. Donc là, il y a un problème de notation qui font conflit. Donc par exemple, je vais dire c'est la limite quand epsilon tend vers 0. Ça marche aussi. Et donc je vais aller calculer 1 sur epsilon de p de t plus epsilon fois t puissance i au cube dt moins l'intégrale de 0 à 1 de p de t au cube dt. C'est ça qu'il faut calculer pour s'en sortir. Bon, je vois pas, en fait, je vous ai dit que ça allait être plus compliqué parce que je l'avais pas fait, mais en fait, d'un point de vue idée, ça va être la même chose ici. On va juste sur ce terme-là refaire le binôme. Allons-y. Donc ceci, ça me fait du 1 sur epsilon fois... Je refais le binôme. Je vais un tout petit peu plus vite vu que ça a été fait avant. Je vais avoir l'intégrale en p de t au cube dt qui va apparaître. Plus derrière, le terme que je vais avoir, c'est je prends ça à la puissance 2, je mets ça à la puissance 1. Donc je vais me retrouver avec du epsilon intégrale de 0 à 1 de p de t carré. J'ai le 3 aussi. J'ai le 3 epsilon. Et je vais me retrouver avec t puissance i puissance, enfin la puissance 1. J'ai un dernier terme derrière qui va être en 3 epsilon 2 intégrale de 0 à 1. Là, je suis en p de t. Et si j'ai mis le epsilon au carré, c'est que je mets du t puissance 2i dt. J'ai aussi le terme qui va arriver derrière. J'ai un terme en epsilon cube intégrale de 0 à 1 de... j'ai p de t puissance 0. Donc ça va me donner du t puissance 3i dt. Et je dois enlever derrière moins l'intégrale. Et donc là, ce qu'on gagne, ceci se simplifie avec ceci. J'ai un 1 sur epsilon en facteur. Je vais clairement pouvoir réécrire ma quantité comme 3 fois l'intégrale de 0 à 1 de p de t au carré t puissance i dt. Et derrière, je vais me retrouver, comme j'ai un terme en epsilon 2, je vais pouvoir écrire un terme en epsilon fois 3 fois l'intégrale de 0 à 1 de p de t Et ce que j'ai gagné, c'est que là j'ai fait le calcul sans passer à la limite, mais clairement si je passe à la limite quand epsilon tend vers 0, ceci tend quand epsilon tend vers 0 vers 0. Donc, la différentielle de i en p, la dérivée partielle de i de phi, la ième dérivée partielle de phi en p, et du coup, donc là, le calcul n'était pas plus dur pour moi et peut-être même plus simple à comprendre que mes histoires de normes ici. Le fait qu'il faut juste faire la limite quand epsilon tend vers 0, c'est peut-être un peu plus simple pour vous. Mais on se paye quand même un petit coup maintenant, c'est que j'ai la dérivée partielle, il faut que je remonte à la différentielle. Donc pour remonter à la différentielle, oui,
Juste là, monsieur, on a voulu montrer que tout ça, c'est un petit taux de h. Oui, c'est ça. Mais quand on a fait la limite, on n'a pas fait la limite de l'intégrale sur h, sur la norme infinie de h. Bah si. Bah, je Oui, comprends la mais question. j'ai cru qu'il faut faire cette intégrale sur h, pas la norme. H est un polynôme, donc H est un vecteur. Comment tu divises par un vecteur? Réponse. On ne peut pas diviser par un vecteur. Donc on le fait en norme. La définition du petit taux, le petit taux de HK, je sais que j'ai pas le droit d'écrire, mais c'est juste pour expliquer ça, c'est il faut que ce soit un truc qui s'écrit norme de H à la puissance K, quelle que soit la norme, fois une fonction vectorielle qui tend vers 0. Donc pour montrer que ceci est la fonction vectorielle qui tend vers 0, j'ai juste mis en valeur absolue pour pas avoir de problème de signe. Mais du coup, pour vérifier que c'est un petit taux de H, ce que je dois mettre en facteur, c'est bien la norme de H. Donc je dois vérifier que divisé par H, ça tend bien vers 0. Ok? Pas divisé par la norme de H. C'est la définition du cours. On ne peut pas diviser par un vecteur. C'est juste ça n'a pas de sens. Du coup, je reviens à ma question. Comment je reviens à la différentielle si j'ai ça? C'est une des formules qu'on a vues vendredi. À partir de ça, si je veux calculer d phi p pris en h, si j'ai une base et si j'ai calculé toutes les dérivées partielles, ça devient la somme pour i égale... Alors ici, attention, mes dérivées allaient de 0 jusqu'à n, d hi fois la dérivée partielle de phi pris en p. Ce qui, pour nous, fait et là, il faut juste que vous vous rendiez compte d'un truc. C'est une réponse tout à fait acceptable. Hein. Vous renvoyez ça comme truc. Vous avez calculé la différentielle. C'est juste que, imaginons que le sujet veut vous donner une forme exacte qui était celle qu'on avait au début, ou alors que dans les questions d'après, vous voyez que votre forme n'est pas utile, il faut arriver à faire le lien entre celle qu'on avait obtenue ici et celle-ci. Qu'est-ce qu'il suffit de faire et de penser à faire? Intervertir somme de... Et là, c'est une somme finie, hein. Donc il n'y a pas de problème, c'est une combinaison linéaire d'intégrales. Donc là, c'est juste, on a parfaitement le droit de dire que ça, c'est 3 fois l'intégrale de 0 à 1 de p carré de t, somme pour i égale 0 à n des hi t puissance i dt. Maintenant, je vous rappelle que hi, c'est censé être les coordonnées du vecteur h dans la base où on est, et la base où on est, c'est la base canonique. Donc en fait, ceci, c'est exactement le vecteur h pris en t, par définition de ses coordonnées. Et on a bien retrouvé la même différentielle que par l'autre méthode. Ok, sur l'idée, si vous avez un exo théorique de différentiel, il n'y a que 2 stratégies. Pour moi, la meilleure, c'est la première. Il faut plutôt partir sur la première. Essayer de faire un DL. Ça peut aller beaucoup plus vite quand les calculs vont être moches. Et si ça ne marche pas, ça peut arriver, on part coordonnée par coordonnée dans une base et on essaye de voir ce que veut dire la dérivée partielle d'ordre i et de revenir à quelque chose qui peut s'écrire comme ça. Bon, ben voilà pour ce premier exercice de différentiel. Monsieur, je peux aller Oui. aux toilettes s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Hop. Alors, on va en faire un autre, d'exo un peu théorique sur les différentiels. Celui-là, c'est un classique, ce sera un exo de cours de la semaine de colle associée, c'est évident, parce qu'il faut savoir calculer la différentielle de l'inverse. Si ça doit tomber, ça tombera sur cette formule-là, encore une fois. Alors, allons-y, on fait le 10 de 18.
Attendez, il manque quand même quelque chose. Ouais. Il manque une hypothèse dans mon exercice 10 de 18. Il manque ça. J'ai oublié de le rajouter du coup dans le poly que je vous ai fait écrire. Mais dans mon exercice 10 de 18, il manque une hypothèse. C'est soit la norme, donc je veux que la norme de A fois B ce soit plus petit que la norme de A fois la norme de B. Alors on peut toujours se ramener à ça dans un espace de matrice parce qu'on sait que la norme triple vérifie cette inégalité-là. Donc au pire, si on se place en norme triple, ça marche. Mais là, en gros, j'ai besoin de n'importe quelle norme qui vérifie cette chose-là. Sans me le dire, c'est pour ça que j'ai pas précisé l'hypothèse. Pour moi, j'étais en norme triple, mais en fait, j'ai besoin de n'importe quelle norme qui vérifie cette inégalité-là. Et donc, ma question est la suivante. On l'a déjà fait cet exo, mais je l'avais peut-être un peu plus guidé. Là, je le guide plus. Montrer que si norme de H, ça n'a rien à voir avec des différentiels, hein, mais montrer que si norme de H est plus petit que 1, IN plus H est inversible, alors je vais vous aider un tout petit peu, je l'ai laissé comme ça, mais comme ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu et que j'ai pas envie d'y passer une demi-heure. Donc montrez-moi que cette application est inversible, enfin que cette somme de deux matrices est inversible et déterminer son inverse, j'ai précisé comme c'était dans l'autre exercice qu'on avait fait, sous forme d'une série convergente. Quelle est l'idée? Pourquoi je vous impose que la norme doit être plus petite que 1? Pourquoi je vous impose que la norme doit être multiplicative? Et pourquoi ça va être lié à une série, cette chose-là? C'est pour montrer qu'elle est inversible, on va utiliser le déterminant. Non. Parce qu'en plus, relier l'exercice en entier, ça pourrait avoir du sens, mais puisque le but c'est de déterminer son inverse. Et si tu me prouves qu'elle est inversible même en utilisant le déterminant par exemple, bah, j'ai un problème, c'est que tu ne vas pas avoir avancé d'1 millimètre sur la deuxième partie de la question qui est déterminer son inverse. Jamila, j'ai dit qu'il manque le fait que la norme que je dois utiliser dans mon exo 18, là, la norme doit être sous-multiplicative. C'est parce que dans les matrices, on veut toujours prendre la norme triple qui le vérifie, mais j'ai pas écrit la norme triple, donc il faut que je l'ajoute. La question, on l'avait vue à l'époque, mais c'était quand on avait fait le chapitre 4, oui. C'est quoi la norme d'une matrice? Ça dépend, une matrice, tu peux le voir comme un vecteur de Rn carré. C'est un vecteur à n carré coefficient, enfin, t'es d'accord? Donc ça veut rien dire sa norme, il y a la norme 1, il y a la norme 2, il y a la norme infinie, parce que celle-là, on doit les connaître dans Rn. Donc là, c'est la même chose si on fait ça dans R, mais le n, il est au carré, quoi. Le carré, ça vient d'où? Une matrice, ça a combien de coefficients? N fois n. Ah, vous parlez des colonnes. De coordonnées par coordonnées. Ah oui. Okay. En fait, une matrice, ça s'identifie à R puissance n carré. Et on a vu les normes dans RP. Donc si je prends P égale n carré, on peut passer en norme 1, en norme 2, en norme infinie. On a vu en plus pour les matrices, mais là c'est spécifique aux matrices, la norme triple, en le voyant comme une application linéaire. Donc la norme de l'application linéaire. Donc on a 4 normes entre guillemets de référence sur les matrices, mais enfin, il faut préciser la norme. Là j'ai juste besoin que je prends une norme, je m'en fiche laquelle, du moment qu'elle est sous-multiplicative. Quel est le lien? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Pourquoi je vous parle de norme plus petite que 1 et je vous parle de IN plus H? Qu'est-ce que vous auriez envie d'écrire qui est complètement faux mais qui a du sens? Qu'est-ce qu'il cherche à vous faire faire? Après, il y a l'idée. Une fois qu'on a l'idée, la rédaction est tordue. Mais l'idée, pour moi, on vous parle de série
et norme de h plus petit que 1. Une série géométrique en H. On va faire une série géométrique en h. Et le but, c'est de montrer que in plus h est inversible. Donc comme par hasard, je vais te filmer aujourd'hui, alors que je pars, bah ça tombe bien, la batterie est en train de lâcher. Donc comme ça, on ne le saura pas. Hop, mais non, ça tient encore, mais il faudra que ça lâche vite. Je vais faire quelque chose que je vais regretter instantanément. Si on veut l'inverse de in plus h, ce qu'on n'a absolument pas le droit de noter comme ça, c'est un peu comme si on cherchait à faire du 1 sur 1 plus x. Vous connaissez ça? Vous savez le faire en série? Vous savez, vous pouvez me l'écrire sous la forme d'une série, ce truc-là? C'est quoi? Sigma de n égale 0 plus l'infini de moins x puissance n. Ouais, ça c'est du 1 moins x, et donc ça fait du moins x à la puissance n. Ok. Je n'ai pas le droit... Est-ce qu'on est d'accord? Je viens d'écrire un truc qui est complètement faux, enfin j'ai pas le droit d'écrire ça comme ça. Mais c'est l'idée. Donc alors, du coup, mon idée, c'est que je voudrais que l'inverse, ce soit... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Du coup, j'ai pas le droit de l'écrire, mais c'est l'idée. Alors, on a trouvé l'idée, c'est vraiment la réponse. Comment je l'écris d'un point de vue correct mathématique pour pas faire apparaître cette horreur? Puissance moins 1. Puissance moins 1, mais c'est vrai. Bah ouais, mais non, ça marche toujours pas. Comment on définit matriciellement la notion d'inverse? Puissance moins 1. Non, c'est une notation, c'est pas la définition. Ah, c'est IN plus H fois IN plus H le tout moins 1 égale à IN. Voilà, la matrice fois son inverse doit faire l'identité. Donc on n'écrit jamais ça sur une feuille, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller écrire. Alors, on va aller écrire cette matrice-là fois celle-ci. Alors cette série-là, comme j'ai pas prouvé, enfin, soit je prouve sa convergence avant, soit je fais une somme finie et je fais tendre après la somme finie vers l'infini. Enfin, on va voir ce qui se passe. Mais ce que je peux écrire, alors j'utilise pas n non plus, parce que n c'est la taille de ma matrice in, donc c'est... Je vais faire fois la somme pour k égale 0 à grand N des moins h puissance k. Si je fais ce calcul-là, ça va faire quoi? Bah, je vais juste distribuer. Ça va me faire in fois ça, donc ça va me faire la somme pour k égale 0 à grand N des moins h puissance k. Et si je distribue h, ça va me faire, alors ça va me faire un truc tordu. Ça va me faire moins 1 puissance k, par contre je vais gagner un h. Ça va me faire un h puissance k plus 1. Comment je vais calculer cette somme? J'ai fait exprès de mal l'écrire parce que je ne sais pas comment vous l'écrirez le jour J. Il y a un truc à se rendre compte, mais selon votre écriture, c'est pas si simple que ça à voir. On fait sortir moins h puissance k en facteur. Ça devient 1 plus h. Oui, bah donc... ok. Donc on est revenu là. Le but, voilà, c'est de... Le truc, c'est mon but, c'est de me débarrasser de ma somme et de montrer que ça va tendre vers IN. Je vais vous aider, mais vous voyez comme quoi des fois écrire mal les choses, ça complexifie beaucoup de choses. Plus moins 1 puissance k, c'est moins 1 puissance k plus 1.
Comment on la calcule cette somme-là maintenant? Je vous ai Somme télescopique. C'était une somme télescopique. Donc ceci, quand K va valoir 0, ça va faire IN. Quand K va valoir N, ça va me faire du moins H puissance grand N plus 1. Et vous comprenez bien que si la norme de H est plus petit que 1, enfin on va l'écrire après, que ceci va tendre vers 0, donc ceci va bien tendre vers IN, et donc ceci